Bonjour tout le monde. Donc, pour cette suite, on va voir, on survole le côté sécurité utilisateur. En général, on considère que l'utilisateur, c'est le maillon faible de la sécurité. C'est vrai qu'il y a un travail assez spécifique à faire pour le travail, pour l'utilisateur. On a vu hier qu'il fallait former les utilisateurs, il fallait sensibiliser les utilisateurs, mettre en place une charte informatique. Donc, tous ces éléments-là, ils sont faits dans le cadre de la sécurité pour essayer de sensibiliser au maximum l'utilisateur parce que, à vrai dire, quand on met une politique de sécurité, en partie, c'est lui qui va mettre en place cette politique de sécurité. Si la machine, elle va exécuter automatiquement tout ce qu'on lui dit, malheureusement, l'utilisateur n'exécute pas tout ce qu'on lui dit. Parfois, il se fait oublier et n'applique pas les bonnes pratiques et les bonnes règles de gestion. Alors, quel est le sujet concernant la sécurité? On a vu au niveau du système d'exploitation que l'utilisateur est identifié par un UID. Donc, cette UID qui est utilisée à travers toute la gestion, particulièrement quand on a vu les droits d'accès. Donc, vous savez que l'utilisateur, il est identifié par le login et le password qui sont transcrits automatiquement vers un UID qui est plus facile à gérer. Et cette UID qui peut faire partie aussi d'un groupe d'utilisateurs. Et de la sorte, on arrive à associer des droits d'accès. Qui dit droit d'accès dit aussi sécurité. Pourquoi? Parce que dans le droit d'accès, vous avez les utilisateurs qui sont autorisés à accéder à telle et telle ressource et les utilisateurs qui n'ont pas accès à cette ressource. Alors, particulièrement, il y avait le fichier, si vous vous rappelez, le ETC Password qui, lui, contient ces informations, en particulier le password crypté qui se trouve à l'intérieur, et c'est lui qui nous permet effectivement de valider la session d'un utilisateur et par la suite, grâce à ce processus d'authentification, d'identification et d'authentification, l'utilisateur va avoir une suite de droits donc, qui lui permettent d'accéder à des ressources et bien entendu d'autres utilisateurs ne pourront pas avoir ces droits, d'où la sécurité qui est assumée. Alors, naturellement, le problème qui se pose et qui s'est commencé à se poser au niveau de ces systèmes, c'est que vous savez que vous êtes détenteur de droits et donc automatiquement, parmi les choses qui vous appartiennent, c'est le password lui-même qui vous appartient. Rappelez-vous, on a dit que même l'administrateur ne connaissait pas le password. Pourquoi? Parce que le password est crypté. Alors, la problématique qui est posée, c'est quoi? C'est ce password-là, on est obligé de le changer périodiquement. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la stratégie de la sécurité. Quand vous mettez un password, c'est qu'au bout d'un certain temps, quelqu'un qui attaque le système, il peut arriver à casser votre mot de passe. Pourquoi? Parce que si votre mot de passe il a une certaine longueur, il est composé d'un certain nombre de chiffres et de lettres, de caractères spéciaux. Donc, s'il n'est pas assez robuste, automatiquement, au bout d'un certain temps, il faut automatiquement, on peut arriver à le casser. Alors, quelle est la stratégie qui permet justement d'éviter d'avoir cette situation? C'est d'adopter des stratégies qu'on a dans la vie courante. J'avais parlé hier de la sécurité sanitaire. Donc, dans la sécurité sanitaire, c'est vrai que c'est ce qui existe actuellement avec Covid, mais la sécurité sanitaire, c'est aussi ce que vous entendez parler, l'hygiène de vie. Ça veut dire que votre vie, vous devez avoir une certaine hygiène. Parmi les choses qui sont fortement recommandées, c'est de se laver les dents après chaque repas. D'où, si vous voulez vous laver les dents, vous avez besoin d'une brosse à dents.
Donc, cette brosse à dents, elle permet de faire le travail nécessaire pour nettoyer les dents et après avoir pris un certain repas. Et malheureusement, cette brosse à dents, elle va, au bout d'un certain temps, s'user. Ça veut dire que les éléments de la brosse à dents, automatiquement, ne peuvent pas résister éternellement. Donc, au bout d'un certain temps, la brosse à dents ne pourra pas faire le travail nécessaire. Et du coup, ce qui est recommandé, c'est de changer la brosse à dents régulièrement. En général, c'est aux alentours d'un mois, de 2 mois. Donc, il faut la changer. C'est typiquement la même chose qui se passe avec les passwords. Si vous voulez avoir un password qui permet de résister, donc périodiquement, vous êtes amené à changer votre password. Et ça, c'est une stratégie qui peut être mise en place par l'administrateur qui, lui, vous recommande de changer ce mot de passe. Et d'ailleurs, il y a des techniques qui permettent de forcer la main à l'utilisateur pour qu'il change son password. Alors pourquoi on le fait? Pour des raisons qui sont simples. C'est que ce fichier-là de ETC Password peut être l'objet d'attaques. Et parmi les attaques qui existent, il y avait un programme connu dans le monde Unix, c'est le programme Crack. Donc Crack, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'on appelle une attaque par dictionnel. Ça veut dire qu'il a un ensemble de mots qui sont recueillis et qui lui permettent de faire les différentes combinaisons par rapport à ces mots-là jusqu'à arriver au mot, je dirais, de password. Et c'est pour cette raison-là, d'ailleurs, qu'il est fortement recommandé de ne pas utiliser les mots usuels qui se trouvent dans le dictionnaire. Comme vous pouvez avoir aussi d'autres attaques qui sont basées sur ce qu'on appelle, rappelez-vous, on a parlé de la sécurité, on peut faire attaquer la sécurité par l'écoute. Et donc là, vous avez ce qu'on appelle les ordinateurs renifleurs ou les sniffers. Donc, leur but, c'est quoi? C'est d'intercepter un peu tout le flux de communication entre deux ordinateurs. Et parfois, quand on envoie ce flux-là, donc ce qui peut être envoyé, c'est des logins et des passwords. Donc, ce renifleur, sa tâche, ça consiste à capter ces logins et passwords pour un usage futur. Et donc, c'est comme ça qu'on peut attaquer certains systèmes qui ne prennent pas la peine de sécuriser leurs données comme elles sont envoyées sur le net. L'exemple typique qui se trouvait au niveau d'Unix dans les premières versions, c'était le service Telnet. Le service Telnet, ça permettait d'ouvrir une session à distance. Donc, si tu veux ouvrir une session à distance, ça veut dire que tu dois envoyer ton login avec ton password. Et naturellement, si le password il est en clair, automatiquement, le renifleur peut récupérer ça. Et donc, il peut ouvrir lui-même la session par la suite. Et alors, dans Unix, il y a eu une modification qui a été opérée dans les systèmes Unix. Ce qui a été fait, c'est de déplacer les passwords, c'est-à-dire le contenu du fichier password. Il a été déplacé vers un autre fichier. Et ça, ce qui permet d'éviter quand même qu'il y ait des attaques directes sur le fichier ETC password. Alors, automatiquement, la recommandation ou la règle qui a été adoptée, c'est que ETC Shadow, qui remplace le ETC Password, pour les règles d'accès, il n'est plus accessible aux utilisateurs. Parce qu'au départ, le ETC Password était accessible aux utilisateurs. Pourquoi? Parce qu'on avait dit qu'il faut changer le password régulièrement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on peut faire appel à la commande password qui nous permet de changer notre password. Donc maintenant, l'idée qui a été faite, c'est quoi? C'est de faire changer les choses et de les faire basculer vers ETC Shadow. Donc l'utilisateur n'a plus un accès direct vers ETC Password. Et donc s'il veut le faire, il doit passer par les processus du système d'exploitation pour pouvoir faire cette application.
Et donc ça, c'est ce qui a donné un peu plus de sécurité concernant les passwords dans le monde Linux, Unix et Linux, donc toute la gamme Unix. Alors, autre chose aussi qui a été faite, c'est de normaliser un peu les longueurs. Alors, la longueur, elle dépend en général de la puissance de calcul. Donc, par rapport aux puissances de calcul qui existent à notre époque, donc le mot de passe, il est formé de chiffres, de lettres et de certains caractères spéciaux. Rappelez-vous, quand on a étudié Unix, il y avait certains caractères spéciaux qui étaient dédiés à Unix. Pourquoi? Parce qu'ils les utilisent comme des caractères génériques pour son interpréteur de commande. Et donc, les lettres et les chiffres, plus les caractères spéciaux, ça vous fait quand même un espace qui est assez grand. Et ça, plus on augmente, ça veut dire que vous utilisez un alphabet qui est assez grand. Et donc, plus ce qui est connu en mathématiques, plus l'espace est grand, plus l'ensemble des combinaisons possibles devient plus grand. Et donc là, ça serait difficile de faire des attaques brutes, c'est-à-dire de faire des combinaisons de chiffres et de lettres et de caractères spéciaux pour aboutir à casser un mot de passe en mode brut, c'est-à-dire de l'attaque brute. Et donc là, vous remarquez que ces combinaisons de 8 chiffres, ça existe maintenant dans tous les systèmes actuels, tels que les boîtes de messagerie, dans les réseaux sociaux et autres, etc. Quand on vous demande de créer votre mot de passe, en général, quand vous composez votre mot de passe, on vous dit est-ce que votre mot de passe il est robuste, il est faible ou il est moyen, etc. Ça, c'est fait sur la base de la combinaison des caractères. Par exemple, vous avez un caractère, un alphabet de lettres à 26 lettres. Donc, si vous allez mettre le majuscule et le minuscule, qui sont deux caractères différents, ça veut dire que vous allez obtenir 52 lettres. Vous rajoutez les 10 chiffres, vous obtenez 62. Vous rajoutez encore certains caractères spéciaux, où vous êtes aux alentours de 60-65 caractères. Donc, si vous combinez ces caractères, donc l'ensemble des combinaisons de ces caractères, vous allez obtenir un espace qui est énorme pour toutes les combinaisons possibles. Donc ça, c'est une autre parade aussi qui a été mise en œuvre pour assurer l'usage de bons mots de passe et donc pour permettre de sécuriser les sessions et les ressources de l'utilisateur. Une deuxième technique, quelqu'un effectivement va avoir effectivement un problème au niveau de l'utilisateur lui-même. Donc c'est vrai que à chaque fois que vous faites un mot de passe qui est assez élaboré, il va y avoir un problème pour retenir ce password. Quelqu'un pourrait dire, tiens, je vais l'écrire sur un bout de papier, ou bien sur un document. Bah, tu vas l'écrire sur le document, il y a de fortes chances que ce bout de papier ou document qui va tomber dans les mains de quelqu'un d'autre. Et donc, automatiquement, il prendra connaissance de votre password. Et là, on revient à la case 0. Alors, en général, ce qui est recommandé, c'est de mettre des mots de passe qui sont faciles à reconnaître, à retenir. Comment? C'est que souvent, on peut utiliser la technique de, je dirais, d'acronyme de quelque chose. Et donc, si vous utilisez les acronymes, dans le sens que chaque caractère, il est lié à un mot, et donc automatiquement, tu peux décider, par exemple, pas forcément de prendre un seul caractère, c'est-à-dire que tu as à l'origine une phrase, et donc cette phrase que tu peux convertir en mot de passe. Donc en prenant par exemple 2 caractères de chaque mot, par exemple, ou 3 caractères de chaque mot, et ensuite tu t'amuses à faire la combinaison majuscule-minuscule, et tu peux introduire des caractères, des chiffres et des caractères spéciaux d'une manière, je dirais, implicite.
Mais là, automatiquement, ça te permettra de retenir ton mot de passe d'une manière automatique. Pourquoi? Parce que l'origine du mot de passe, c'est, on va dire, une phrase que ça peut être une citation, ça peut être une phrase qui veut dire quelque chose pour toi, etc. Et donc là, tu peux en déduire un mot de passe d'une manière automatique que tu pourras retenir très, très facilement en ayant des règles pour dire qu'au niveau de la phrase, je retiens les 2 ou les 3 premiers caractères de chaque mot. Entre chaque mot, je peux mettre un tiret ou un souligné, etc., ou bien mettre un caractère spécial exa, etc. Donc, quand il y a à l'intérieur, par exemple, le mot ET, tu peux le remplacer, par exemple, par le caractère le et commercial. Tu peux remplacer, par exemple, la préposition à accent. Tu peux la remplacer par le chiffre 2. Par exemple, tu as une phrase qui permet de dire aller à la maison. A, tu peux le remplacer par le caractère 2, qui veut dire tout en anglais. Et donc, ça donne une certaine signification automatique par rapport à l'individu. Et donc, de la sorte, on arrive à générer des mots de passe qu'on arrive à retenir facilement et qui peuvent être complexes pour deviner ces mots de passe. Et bien entendu, la règle usuelle, c'est de procéder à un remplacement périodique. Donc, cette périodicité, en général, tout dépend de la sensibilité de ce mot de passe. Donc, en général, de nos jours, on parle de sensibilité moyenne. Vous avez aux alentours de 45 jours à 2 mois pour changer votre mot de passe. Et donc là, ce qui permet d'assurer la pérennité de votre mot de passe et la sécurité de votre système. Dans Linux aussi, ce qui a été fait, c'est de rajouter des bibliothèques. C'est ce qu'on appelle les bibliothèques PAM. Donc, ces bibliothèques permettent de contenir les opérations relatives à l'identification et l'authentification des utilisateurs. Ça veut dire que là, tu as un utilisateur avec un profil. Donc, automatiquement, c'est que chaque utilisateur, il a un profil. Donc, quand il a accès, ça veut dire qu'il aura accès à un certain nombre d'applications. Et bien entendu, dès qu'il ouvre sa session, et il y a des liens qui se trouvent entre les différentes applications. Comment que c'est fait? C'est qu'il y a une association qui est faite pour chaque application. Ça veut dire que vous avez des fichiers associés à chaque application qui permettent de définir les droits d'accès et qui permettent de définir aussi le lien avec d'autres applications. Et du coup, quand on invoque une certaine application, automatiquement, ça va générer l'ensemble des autres applications nécessaires qui vont fonctionner avec tous les droits qui se trouvent. Et donc là, il y a toute une phase de configuration qui est faite par l'administrateur et qui permet de définir les configurations de chaque application et donc avoir par la suite les droits d'accès concernant chaque application pour l'usage des applications avec les éléments qui vont avec. Donc, parce que parfois, il y a des applications qui nécessitent d'autres applications pour qu'elles fonctionnent d'une manière correcte. Et donc, ça, c'est ce qui a été rajouté dans le monde Unix pour avoir, je dirais, les mesures de sécurité supplémentaires que vous pouvez avoir dans l'environnement Unix pour assurer des droits d'accès supplémentaires et d'essayer je dirais, de mettre en place votre politique de sécurité pour protéger aussi bien l'utilisateur que les ressources. Donc, tous ces éléments-là, vous pouvez les voir au niveau du TP pour montrer un peu la différence qui existe avec le fichier Shadow qui existe. Et donc, son contenu, c'est un peu le contenu de password, sauf qu'il a été déplacé et l'accès n'est plus autorisé directement par un utilisateur simple. Vous avez ces bibliothèques PAM qui permettent de faire de la configuration des applications et des droits d'accès. Donc, ça nous permettra d'obtenir un meilleur environnement sécurisé.
Donc, ça, c'est ce qui a été adopté, en plus de ce que vous connaissez concernant les droits d'accès qui peuvent être appliqués aussi bien à l'utilisateur qu'au groupe d'utilisateurs. Et bien entendu, pour la sécurité, il y a lieu de surveiller en permanence des fichiers. Pourquoi? Parce qu'en général, quand il y a des attaques, les programmes d'attaque souvent créent des fichiers intermédiaires. Là, quand on surveille, je dirais, les fichiers et l'espace disque, on peut se rendre compte qu'à un moment donné, que notre système est attaqué. Pourquoi? Parce qu'il y a la création de fichiers, souvent de fichiers bizarres, et vous pouvez avoir aussi des fichiers avec une grande taille qui sont créés au fur et à mesure et détruits au fur et à mesure. Et c'est un peu la technique qui est utilisée dans les attaques pour, à chaque fois, je dirais faire une attaque, rappelez-vous, on collecte des informations. Donc, la collection de ces informations permet de les mettre dans un fichier et ensuite de les envoyer vers l'extérieur. Et donc, si on a une surveillance en continu, ça nous permettra effectivement de se rendre compte de la possibilité d'une attaque, aussi bien interne qu'externe. Donc, ça, c'est ce que j'avais à dire concernant cette partie sécurité avec l'utilisateur. Alors, on passe au chapitre suivant qui nous permet de montrer des choses plus pratiques et liées beaucoup plus à la sécurité, puisque la sécurité, ce sont l'ensemble des mesures qui sont mises en place pour arriver à l'objectif. Alors, vous avez le fichier ETC Password. Ça a permis déjà d'introduire ce concept. On avait dit que le mot de passe était crypté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a utilisé de la cryptographie dans le fichier ETC Password. Ce qui nous permettra de basculer vers la cryptographie, de définir c'est quoi la cryptographie et de définir quels sont les moyens ou les méthodes qui ont été mises en place pour réaliser la cryptographie.